tous pour ce nouveau rendez-vous pour Point de vue. Point de vue, c'est une émission en partenariat avec le CRSI, le Centre de recherche sur la sécurité intérieure, et puis Agora Manager Group, et notamment son média, News Sécurité. Alors, Point de vue, c'est d'abord se donner des idées, se les partager. C'est aussi, et c'est ça la vocation de Point de vue, c'est de pouvoir traiter d'un sujet, mais pas simplement en restant au-dessus de la ligne de flottaison. C'est d'essayer de rentrer un petit peu plus loin. Alors pour ce faire, aujourd'hui, on va avoir la chance, le bonheur, le plaisir, tout d'abord, d'accueillir avec nous Luc Ferry. Bonsoir Luc, philosophe de son état. Vous êtes trop gentil. Voilà. De ce livre, IA, grand remplacement ou complémentarité. C'est aux éditions L'Observatoire. On aura l'occasion d'en reparler parce que dedans, il y a... Mais je vous dirai ça après, vous verrez. Vous comprendrez après pourquoi on va en reparler. Et puis avec nous, je vous ai dit, le CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, son président fondateur. Il y a 10 ans de cela, il avait eu cette idée de créer ce centre. C'est Thibault de Montbrial. Thibault, bienvenue. Bonsoir. Thibault, il y a 10 ans... vous créez le CRSI, un think tank français dédié aux questions de sécurité. Encore une fois, on le rappelle, tout le monde contribue à réfléchir ensemble, les hauts fonctionnaires, les magistrats, les avocats, les policiers, les gendarmes ou militaires ou autres de la société civile. Vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 1995. Cette thématique du jour, il y a grand emplacement ou complémentarité, ça... c'est la partie du livre de Luc Ferry. Vous, IA, liberté et souveraineté, quel enjeu pour la France? Ce que je voudrais, c'est en introduction d'abord comprendre ensemble cette thématique. Le CRSI, je l'ai créé il y a 10 ans pour, à l'origine, c'était pour travailler sur les questions de sécurité avec une vision un petit peu étroite du périmètre, c'est-à-dire sécurité, justice, immigration. Et on était, souvenez-vous, sous cette forte tension islamiste qui a changé ma vie et m'a conduit à cet engagement. Mais les années ont passé et plus l'histoire avance, plus mon histoire avance aussi, plus on se rend compte qu'on ne peut pas dissocier cette réflexion sur la sécurité d'une réflexion plus globale sur la souveraineté et après sur tout ce qui irrigue les réflexions sur la souveraineté d'un pays. Et le sujet majeur aujourd'hui, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait saisi à quel point c'était un sujet majeur, c'est l'intelligence artificielle. Et Agora a eu la grande gentillesse, puisque nous avons un partenariat pour cette émission, dans laquelle j'ai le plaisir de vous retrouver régulièrement. On a abordé un certain nombre de sujets en rapport avec la souveraineté. On a abordé la souveraineté industrielle, la souveraineté énergétique. Mais là, en fait, c'est la mère de toutes les batailles. Et je suis très, très heureux, Luc Ferry, que vous ayez accepté notre invitation. J'aime beaucoup nos échanges, vous le savez. Et je trouve que vous avez, avec ce regard de philosophe qui est le vôtre, ce qui est à la fois une forme de recul et en même temps, vous avez pris le problème à bras-le-corps et vous faites partie de ceux qui, dans notre pays, ont été les premiers, je pense, à comprendre la plénitude des enjeux sur l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je suis ravi qu'on en parle ensemble ce soir. Alors, liberté et souveraineté, c'est quel enjeu pour la France? Ça, c'est notre thématique. Messieurs, j'ai envie de vous dire, on va débuter... On aura globalement 4-5 grosses thématiques, d'accord? Oui. La première, à la lecture de votre livre, Luc, et en rebond, fait que ce que Thibault vient de dire, c'est la France et l'IA, d'abord, état des lieux. On en est où et pourquoi? Parce que à la lecture de ce livre, IA, grand emplacement ou complémentarité, il y a dedans, j'ai comme le sentiment que nous, la France et l'IA, on est loin, très loin. On est, l'IA est là et nous, on est là. Globalement. Oui, et d'ailleurs, la question de savoir si c'est rattrapable ou pas est posée, donc, parce que les États-Unis et la Chine sont très, très en avance sur nous, et comme le dit Thibault à très juste titre, c'est un problème de souveraineté nationale, et de souveraineté européenne, je dirais même, si on veut englober l'Europe, parce que Poutine a dit, et là, il a raison, que ceux qui maîtriseront l'IA maîtriseront le monde. Et il a raison sur le plan militaire. Moi, je travaille beaucoup avec des militaires, avec des généraux, des amiraux. J'ai un ami amiral qui est un type hyper intelligent.
Et ce qu'il me disait l'autre jour, c'est qu'il faudrait investir au moins 40 milliards d'euros pour qu'on retrouve la souveraineté sur le plan militaire par rapport aux États-Unis, qui pourraient clouer l'armée française au sol. Nos drones, par exemple, parce qu'on va construire des Rafales. Je ne suis pas sûr que ce soit une idée géniale, parce que je pense qu'aujourd'hui, Elon Musk a probablement raison, les avions de chasse seront obsolètes assez rapidement et les drones sont beaucoup plus importants. Mais on peut en discuter. Mais les drones américains sont 1000 fois plus performants que les drones français, parce qu'ils sont bourrés d'IA américaine, par exemple. Et donc, on a besoin de... C'est la question de la souveraineté m'intéresse énormément. On a une petite IA qui est intéressante, Mistral AI, qui a été créée par Arthur Mensch, qui est un garçon très intelligent, un polytechnicien, un jeune homme, il a une trentaine d'années, il est très doué, c'est-à-dire le neveu de Laurent Alexandre, de mon ami Laurent Alexandre, mais c'est à des années-lumière de ChatGPT, de Gemini ou de Claude 3, voilà, qui sont les grandes IA, voilà, ou même de DeepSeek chinoise, ou de la nouvelle IA qui vient de sortir. La seule bonne nouvelle, c'est que les IA chinoises, apparemment, ont réussi à être au niveau des IA américaines avec peu d'argent. Voilà, avec peu de d'investissement, voilà, avec peu d'investissement. Mais soyons clairs, il faudrait, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais il est très probable qu'ils ont piraté non seulement l'open source, mais ce qu'on appelle l'open weight, c'est-à-dire les poids qui servent à associer à une réponse dans Transformer, qui est la matrice quand même des IA génératives, qui sert à associer à une réponse une pondération, un peu comme pour nos neurones biologiques qui sont aussi associés, si je puis dire, à une réponse en fonction des poids qui sont liés à un mot, par exemple. Si je vous dis, par exemple, « ils sont comme chien et », l'IA va comprendre que le mot chat aura plus de poids que le mot cathédrale, voilà, ou presbytère, par exemple. Voilà. Et donc, à chaque fois, il y a une pondération, ce qu'on appelle les weights. Et donc, l'open weight, c'est quand un système d'IA met en open source, y compris les poids avec lesquels il a entraîné une IA générative. Voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une petite lueur d'espoir qu'on puisse rattraper. C'est le fait que, si c'est vrai, les IA génératives chinoises ont été capables d'arriver au même niveau que les américaines avec beaucoup, beaucoup moins d'argent. Voilà. Donc, Luc, par rapport à ce qu'il vient de dire, Thibault... Ça reste à démontrer, je veux dire, à prouver. Oui, voilà, non, mais pas... Soyons prudents. Non, mais ce que je voulais extraire de votre propos, il parlait, à un moment donné, Luc a dit, oui, effectivement, l'IA, ça va être une zone de souveraineté. Au-delà du fait de, on rattrape ou pas. Y compris sur le plan militaire. Oui. Et c'est là où, Thibault, j'aimerais avoir votre avis, parce qu'il parlait des Rafales. On a beaucoup, dans l'actualité, vu qu'en Europe, on était, pour d'autres pays, sous l'emprise des F-35 américains. Visiblement, on avait cru comprendre, nous, que sur cette partie-là, on pouvait avoir une forme de souveraineté. Ce qui est intéressant, c'est que le prochain programme Rafale est un programme qui, pour la première fois dans l'histoire de l'aviation, d'assaut dit mondial, va associer en système de vol des aéronefs pilotés, donc les Rafales, mais qui vont faire partie du système autour de l'avion, des drones qui interagiront précisément avec l'intelligence artificielle, avec l'avion piloté. Mais les perspectives en fait, elles sont abyssales. Parce qu'on va très vite arriver à des questions éthiques. Et les militaires posent assez vite dans le débat sur l'IA la question de l'autonomie de l'ordre de tuer. C'est-à-dire que c'est assez facile de concevoir à court terme, et je pense d'ailleurs que ça existe à certains égards de façon encore simple, des machines qui, à partir du moment où vous les avez alimentées, vont avoir la capacité de prendre la décision d'engager ou de ne pas engager, donc de tuer ou de ne pas tuer, de façon autonome. Le seul input humain, ça aura été la programmation et le prompt, comme on dit vulgairement au quotidien, de ce qu'on aura mis dans la machine. Mais ça nous renvoie à des questions absolument vertigineuses. Pareil, on en parlera peut-être, c'est un sujet qui est tout aussi important, la question du droit. Moi, je suis fasciné par le fait que nous sommes toujours défensifs sur cette question en France. C'est beaucoup sur la technologie. C'est-à-dire qu'au lieu d'embrasser le truc et de se dire, il y a des perspectives formidables, donc on investit énormément, et bien sûr, dedans, on se pose les questions éthiques et juridiques, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit, oulala, ça va être terrible, on va perdre le contrôle, qu'est-ce qui va nous arriver? Et du coup, avant même d'aller au fond
de la conséquence éthique et juridique pour qu'elles soutiennent le projet, ça va être un frein. Et je pense que c'est une des choses qu'il faut qu'on inverse très vite. Luc, parce que c'est en lien parfaitement avec votre dernier ouvrage, encore une fois, le grand emplacement aux complémentarités, je le remontre, parce que vous y trouverez dedans beaucoup de choses. Par rapport à ce que vient de dire Thibault, vous en parlez dedans. Vous dites qu'à un moment donné, en fait, il faut plus enseigner que réguler. On passe notre temps. C'est-à-dire qu'il faut peut-être les deux. Moi, je ne suis pas hostile, mais j'en parlais avec l'ancien patron de Google en Europe, hein, donc un jeune Américain. Il me disait, bah oui, mais nous, on a les GAFA, vous avez les CNIL, quoi. Voilà. Donc, il disait ça un peu rigolant, mais il faut les deux, je veux bien. Mais voilà, nous, le sommet sur l'IA n'a été quasiment que régulateur. Alors, on va construire des data centers en France. D'abord, ça va prendre beaucoup de temps, mais les gens confondent data center et IA. C'est très utile pour fabriquer de l'IA, c'est très utile pour abriter et protéger des entreprises qui fabriquent de l'IA, mais c'est pas de l'IA à proprement parler. Et donc, et nos grands esprits, nos grands ingénieurs français, ils travaillent aux États-Unis aujourd'hui. Yann Lequin est le meilleur exemple. Il est le patron de l'IA chez Meta. Pourquoi ? Bah, écoutez, moi j'étais chercheur au CNRS quand j'étais gamin, j'étais payé royalement l'équivalent, aujourd'hui j'avais 2 agrégations, un doctorat d'État, j'étais payé royalement l'équivalent d'aujourd'hui, si je traduis, de 1 500 € par mois. Je pense que le salaire de Yann Lequin doit être un peu différent. C'est ça. Voilà, donc, c'est une forme d'IA, mais financière. Mais c'est pas que l'argent, c'est aussi la possibilité de recruter les 100 personnes qui sont les plus intelligentes et les plus performantes au monde dans le domaine et d'avoir le plus grand laboratoire et une marge de manœuvre absolument hallucinante. Bon. Et donc, c'est pas les mêmes conditions de travail qu'au CNRS en France. Bon, comment dire, le budget R&D, recherche et développement d'Amazon, est 20 fois supérieur au budget du CNRS. Voyez, donc il y a un moment où moi je veux bien qu'on construise des data centers, mais c'est pas le sujet numéro 1. Donc et en plus ça va mettre des années. Bon, mais c'est pas le sujet numéro 1. Donc ce qui est vrai, c'est que je vous explique pourquoi on va construire des data centers en France et pourquoi ça intéresse les entreprises de l'IA, y compris américaines. C'est que ça bouffe de l'énergie de manière absolument hallucinante. Et notamment, ça dégage une chaleur. C'est pour ça qu'on construit énormément de data centers au pôle Nord. C'est pas une blague. Donc la France a un avantage, c'est que grâce, heureusement, merci De Gaulle, au nucléaire, on a la capacité d'avoir des sources d'énergie qui ne sont pas dévastatrices sur le plan écologique. Ce que vous voulez dire, juste pour qu'on comprenne tous, je fais volontairement un peu le candidat Voltaire, mais je sais que vous avez compris, c'est que en fait, avec le nucléaire, nous avons l'autonomie que le général a souhaité que la France dispose. On a aussi la possibilité, oui, bien sûr, l'autonomie, mais ce n'est pas seulement l'autonomie, on a la possibilité d'alimenter ces centres, ces data centers qui sont incroyablement énergivores, avec une énergie qui n'est pas émettrice de gaz à effet de serre, donc qui, sur le plan écologique, est sûr, j'allais dire safe. Bon, voilà. Maintenant, encore une fois, alors la question des armes autonomes qu'évoquait Thibault, elle est très juste, mais elle est déjà évoquée il y a au moins 15 ans par Zuckerberg, par Elon Musk, par un certain nombre de... parce qu'elles existent déjà aux États-Unis. Voilà, elles existent déjà aux États-Unis. Il y a d'ailleurs dans des quantités de séries américaines, vous trouvez ces exemples de militaires qui sont mis en examen parce que telle ou telle arme autonome a décidé de flinguer, de tuer, voilà, de tirer sur, je sais pas, la voiture d'un islamiste recherché par les États-Unis, mais on a tué une vingtaine de civils autour, une femme, des enfants, qui va être condamné, etc., qui est responsable. Bon, donc c'est un vrai sujet. Mais oui, les Rafales vont être entourés exactement comme les porte-avions vont être entourés toute une série. Voilà, c'est une escadre en fait. Des essaims en fait. Voilà, c'est des essaims. Voilà. Mais néanmoins, pendant ce temps-là, les États-Unis vont sortir le F-47, qui est un monstre absolu, et nos Rafales seront complètement obsolètes par rapport à ça. Donc moi, je travaille beaucoup avec les militaires, mais je suis pas militaire moi-même. Je suis colonel de gendarmerie de réserve. Bon, ouais, c'est bien. Mais... Je ne savais pas que dans votre non, je ne savais pas. On m'a demandé que dans le palmarès, il y avait philosophe, ancien ministre, de faire des cours justement sur l'IA aux jeunes qui rentrent dans cette. Bon, j'en suis très honoré, mais c'est pas mon métier. Mais si j'étais président de la République, pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, vraiment, alors pour le coup, je déteste les comités Théodule. Il y en a, je sais pas, 2000 en France. Il faut en supprimer sûrement les 3/4. Mais là, on aurait besoin de réfléchir avec les militaires, mais pas uniquement avec les industriels de chez Dassault, qui sont très respectables. Les hommes de voilà, mais il faut
faut aussi d'autres personnalités pour réfléchir à ce qui va être vraiment utile en matière d'IA. Et là, Thibault a raison, dans les 10 ans qui viennent, pas à 2 ans, pas à 3 ans, pas à 5 ans. Et d'ailleurs, en parlant avec des grands industriels de la défense et des officiers généraux éclairés, ça implique aussi peut-être d'évoluer sur le modèle industriel dont on a l'habitude. Oui. En France, on a l'habitude, depuis toujours, d'essayer de faire une expression de besoin, à partir de là, de déterminer un budget, et ensuite, on a un cahier des charges qui est assez fermé, et on construit un matériau qui sera livré dans 10 ou 15 ans pour les plus complexes, mais en ayant beaucoup de mal à se projeter sur ce que ce sera dans 15 ans par ailleurs. Et la technologie évolue tellement vite qu'aujourd'hui, il y a un appel de certains ingénieurs et de certains militaires de haut rang, mais qui n'est pas encore bien compris par tout le monde, à évoluer vers des contrats de conception qui soient modifiables en permanence. C'est-à-dire que vous ne signez pas une fois pour toutes. Par exemple, si on signe aujourd'hui, on développe sur les 10 années qui viennent, mais si dans 4 ans, le truc sur lequel on a signé est obsolète parce qu'il y a eu une percée majeure ailleurs, on sera en grande difficulté et l'industriel viendra vous dire mon ami, vous avez signé, donc maintenant nous on va exécuter le contrat. Donc ça implique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui est très très intéressant, c'est que ça implique une souplesse, cette affaire de l'IA, elle implique une souplesse dans tous les domaines, et en particulier, j'insiste, mais le domaine juridique, à la fois sur la question des contractuels, mais aussi, et on va en dire un mot sur la question dont la France, dont le législateur, parfois, met des freins aberrants à des développements technologiques qui sont non seulement cruciaux, mais en plus qu'on n'évitera pas. Je pense par exemple à la reconnaissance faciale. C'est tout à fait fascinant. Donc il y a beaucoup de choses qu'il va falloir changer dans l'état d'esprit, parce que là, ça va quand même, dans l'approche, parce que là, ça va quand même très très vite. Ça va à une vitesse comme personne n'a prévu. Des industriels, des militaires de très haut rang, bien sûr, mais aussi donc des experts IA. Voilà. Là, encore une fois, je suis très hostile au comité Théodule, mais là, j'aimerais vraiment qu'on ne réfléchisse pas que entre industriels et militaires. Il faut aussi des experts IA qui aient une vision à 10 ans, voyez. Parce que, par exemple, on discute aujourd'hui, on est, je crois, un des 4 pays au monde, il n'y en a pas 5, à ma connaissance, qui sont capables de fabriquer un porte-avions, par exemple. C'est très rare. Il y a l'Angleterre, il y a la France, il doit y avoir probablement peut-être 5, la Chine, je la mets dedans, la Russie et les États-Unis, voilà. Et l'Inde, ils commencent. Alors, mettons 6, mais c'est très peu sur les 193 pays de l'ONU, c'est très peu. Donc, on réfléchit à fabriquer un porte-avions. Je ne suis pas sûr que ce soit utile. Ça mérite vraiment réflexion. En revanche, les drones, y compris pour entourer le Rafale, c'est pas que c'est utile, c'est vital. Voilà. Regardez la guerre aujourd'hui en Ukraine, il y a des drones des deux côtés sans arrêt. Bon. Or, les drones américains sont 1 millier de fois supérieurs aux drones européens, quels qu'ils soient. Et donc, il y a là... Et encore une fois, le F-47 va sortir dans assez peu de temps, dans 4 ou 5 ans. Vous avez vu le monstre que c'est. Ça n'a rien à voir avec notre Rafale. Bon. Et donc, je crois qu'il faut vraiment avoir là, pour le coup, un comité de réflexion avec des ingénieurs IA de très, très, très haut niveau pour qu'on réfléchisse à 10 ans, 15 ans. Entre parenthèses, réarmer l'Europe, ça va prendre de toute façon entre 5 et 10 ans. C'est pas à peine au moins, au minimum. Bon, la question de la guerre en Ukraine ou d'une éventuelle attaque des pays baltes par la Russie, ça se joue dans l'année qui vient ou dans les semaines qui viennent. Donc de toute façon, il y a aussi une question de décalage du temps, du timing, pour parler en mauvais français. Voilà. Donc laissons peut-être cette question-là, mais d'une manière générale, en termes de souveraineté, donc il y a la question militaire, on en a parlé, mais il y a la question économique. Voilà, les entreprises qui maîtriseront l'IA seront les seules à ne pas faire faillite. Voilà, c'est clair. Et juste un petit mot. Voilà, moi je fais des conférences très souvent j'en fais je sais pas, une centaine par an auprès de chefs d'entreprise. Et je suis sidéré de voir, par exemple, que les chefs d'entreprise aujourd'hui, je fais le test, je leur demande, il n'y en a pas 5% dans une assemblée de 500 personnes qui sait ce que c'est que la RAG, par exemple, la récupération augmentée de génération, qui vous permet même si c'est barbare comme formule, mais l'idée est très claire et très simple à comprendre, ça vous permet d'adapter un LLM comme ChatGPT à votre boîte, à votre métier. Et ça change par rapport à son domaine. Par exemple, pour le courrier, vous ne faites pas le même courrier si vous êtes chez Chanel ou chez LVMH ou si vous êtes concessionnaire Renault à la Courneuve. Ça n'a rien à voir. Et donc, il faut adapter un LLM à chaque métier, à chaque entreprise. Et là, les entreprises qui le font, mais elles gagnent un temps mais dingue, une masse salariale
alors c'est triste pour les salariés, mais qui se réduit. Et donc, ce sont celles qui survivront, vous voyez. Et donc, il y a une question de compétitivité de nos entreprises qui est absolument vitale aujourd'hui. Je ne suis pas un néolibéral fou, je suis un vieux républicain gaulliste. Mais néanmoins, voilà, si on veut partager les richesses, il faut d'abord les produire. Donc, il faut être très libéral en économie pour être républicain en politique. On comprend dans vos propos, messieurs, que pour cette partie de la France, en tous les cas, si maintenant, je souhaiterais qu'on l'élargisse, et dans vos propos, on a compris aussi que ce n'est pas que la France, c'est l'Europe. Est-ce que l'Europe et l'IA, c'est un mariage possible ? Est-ce que, parce qu'on a entendu et compris dans ce que vous avez pu exprimer qu'il y avait nécessité, Thibault de Montbrial, c'est ce que vous avez dit, qu'il allait falloir forcément avancer. Luc Ferry, vous nous avez dit aussi que ce n'est pas une question d'argent, parce que peut-être que les Chinois, finalement, avec pas, enfin, moins... À voir, mais c'est plus une volonté. Mais est-ce que l'Europe a la volonté ? Est-ce que cette vieille Europe, excusez-moi du terme, je reprends les propos de Dominique de Villepin devant l'ONU, c'est un vieux continent et un vieux pays qui vous le dit au moment où cette guerre est déclenchée, en tous les cas par les États-Unis. Est-ce que l'Europe peut se marier avec l'IA ? Intellectuellement. Moi déjà, je veux une réponse d'avocat, mais je vais vous demander quelle Europe. La question de souveraineté, la question vitale, on vient d'en parler, on est d'accord, et il faut être fou pour ne pas le voir. Maintenant, le progrès technologique et la façon dont on va l'aborder ne peut pas être dissocié de l'environnement politique dans lequel on s'inscrit. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a une crise européenne parce que la souveraineté européenne n'existe pas, c'est un barbarisme, parce qu'il n'y a pas d'exécutif européen élu. Et les prérogatives, le traité de l'Union dans sa dernière mouture, exclut expressément tout ce que Mme von der Leyen essaye de mettre dedans, pour être clair. La sécurité est du ressort exclusif des États membres, c'est écrit comme ça dans l'article 4 du traité. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, avec des mélanges où il y a une confusion entre les alliances militaires, l'Union européenne, etc. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut comme organisation et comme efficacité d'organisation européenne, sur la base de quelles valeurs ? Parce qu'une organisation politique, ça n'a de sens que si le peuple est d'accord pour s'entendre sur un certain nombre de points communs de mode de vie, de coutumes, etc. Je pense que ça, c'est un sujet qui est vraiment en crise. Donc, il faudra changer la gouvernance de l'Europe. On ne va pas se lancer maintenant. D'ailleurs, on fera peut-être une émission exprès sur le sujet. Ce que moi, je perçois, mais c'est très politique et c'est très actuel, c'est que profitant de la crise systémique qui a été générée par l'élection de Donald Trump, les commissaires européens et les fédéralistes en Europe essayent de faire une sorte de mini coup d'État, parce que les propos de Mme von der Leyen, encore une fois, sur les 850 milliards, sont des propos très surprenants sur un sujet sur lequel elle n'a tout simplement pas la main. C'est une blague en plus. Donc oui, non mais ça, on est d'accord, mais c'est même pas pour rentrer pour nous égarer sur des. Non mais je suis d'accord, tu as raison, mais ce que je veux dire, non mais pour rester sur le point, c'est que l'IA aujourd'hui, c'est stratégique, donc ça va être les mêmes questions qui vont se poser que sur le matériel militaire ou sur les centrales nucléaires ou les questions comme ça. C'est-à-dire que qui va les financer, pour faire quoi? Donc si on dit on va faire un grand consortium européen pour faire de l'IA, etc. Mais encore une fois, c'est abonder comment, pour faire quoi, qui va décider. On en revient à des questions qui sont des questions absolument vitales de sécurité. Et donc je ne vois mal aujourd'hui qu'il y ait une espèce d'entité éthérée européenne sur la base organisationnelle politique de l'Union européenne actuelle. Je ne vois pas comment c'est possible. Maintenant qu'il faille que toutes les bonnes volontés, le savoir-faire, le privé fassent que des gens se mettent d'accord ensemble, parlent et essayent de financer, ça ne peut que profiter aux entreprises européennes, ce que disait Luc tout à l'heure, mais à un moment donné, on va très vite atteindre les limites stratégiques de l'organisation actuelle de l'Europe. Ce mariage possible, juste avant, page 124 de votre livre, vous rappelez cette phrase d'Elon Musk en mars 2024 qui dit « L'IA sera l'année prochaine probablement plus intelligente que chaque humain pris individuellement et en 2029 plus intelligente que tous les humains réunis ». Ça, c'est un Américain qui parle, qui plus est aujourd'hui, qui est le bras droit du président des États-Unis.
est-ce que, par rapport aux propos de Thibault, est-ce que, par rapport à ce que vous mettez dans votre livre, c'est capable, oui ou non, l'Europe et l'IA, oui ou non, on peut se marier? Alors, sur l'intelligence et la culture, l'IA, elle est 1 milliard de fois plus intelligente que moi et plus savante que moi. Elle vient, c'est AlphaGo, enfin Alpha, Oui. Demis Hassabis, il appelle toutes ces IA Alpha. Alpha Géométrie 2 vient d'être sacrée médaille d'or, écoutez bien ça, médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Donc, médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques, c'est-à-dire que cette IA donc de Demis Hassabis, elle est au niveau des 50 mathématiciens les plus brillants du monde. Voilà. Donc, ça veut dire qu'elle est bien plus intelligente que moi, mais en plus, elle a des milliards de données, elle a tous les livres de la planète, elle parle 150 langues. Et donc, moi, j'ai demandé, par exemple, à ChatGPT, le Deep Search, le nouveau ChatGPT, qui peut vous faire un mémoire de maîtrise de 100 pages. Oh ben, c'est plus que le 4, c'est Deep Search. Donc, c'est le 4, mais il faut être abonné. Voilà. Oui. Donc, c'est dedans. Je lui ai demandé, je travaille sur le Decretum Graciani, en latin, décret gracien, qui est un livre de 700 pages qui a au XIIe, XIIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, qui a collationné tout ce qui s'est écrit dans l'histoire de l'humanité sur le mariage. Bon, il m'a fait 15 pages de résumé, de recension, comme on dit, de compte-rendu, si vous préférez, de ce Decretum Graciani, ce décret gracien, mais je n'ai pas une virgule à changer, c'est parfait. Il n'y a pas 10 personnes en France qui sont capables de faire ça. Il me l'a fait, quoi, en 6 minutes. Bon, je reviens à l'UE. On a les savants, on a les experts. Encore une fois, Yann Lequin... Donc là, on est dans l'humain. Là, on a l'humain. Non, mais on a les experts. Oui, on a les meilleurs au monde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est là, on a l'humain. Oui, mais ça ne résout pas le problème que pose Thibault à juste titre. C'est le problème de la structure politique et administrative de l'UE. Donc on a les humains, on a Yann Lequin, il travaille là-bas, mais il est français, il est breton. On peut le rapatrier. On peut le rapatrier, mais il y en a d'autres. Voilà, on a des laboratoires de Facebook qui travaillent à Paris, qui sont, où il y a des centaines de chercheurs sur IA, et il y en a au moins une centaine qui sont français. On a des gens comme Cédric Villani, c'est pas une truffe. Moi, j'ai fait des confs avec lui, il est génial. Il a été médaille Fields en mathématiques. On a Laurent Alexandre, il a créé une des plus grosses boîtes de séquençage du génome. Il connaît l'IA et la médecine mieux que n'importe qui au monde. Voilà. Donc on a les gens. Mais le problème que pose Thibault est le problème de fond. Si on a une structure politique, alors pour l'instant qui est complètement éclatée, on le voit bien sur le débat sur l'armement, les Espagnols, les Italiens ne sont absolument pas d'accord avec Madame von der Leyen, ni avec la France, ni avec l'Allemagne. L'Allemagne, pendant ce temps-là, vient d'acheter des F-35, la Pologne aussi. Moi, ça fait des années que je défends avec mon ami Christian Saint-Etienne une Europe à 10. Voilà. Ça veut dire, tout bêtement, ça ne veut pas dire qu'on vire les autres, on ne peut pas les virer. Mais ça veut dire qu'on crée un nouveau traité de Rome avec les 10 qui ont à peu près, les 10 pays de l'Europe de l'Ouest, pour aller vite, qui ont à peu près le même niveau à la fois démocratique, industriel, financier. De développement, on va dire. De développement, mais aussi, j'allais dire, intellectuel démocratique. C'est-à-dire que on laisse... la Pologne et la Hongrie rentrer quand elles ont le niveau. Mais vous pouvez pas... Il faut que les gens réfléchissent 3 secondes. Le SMIC en Bulgarie, c'est 350 €. Voilà. En France, c'est 1300 net ou quelque chose comme ça, de capi près. Et donc, je n'ai pas le dernier chiffre de cette semaine, mais c'est autour de ça. Donc, on ne peut pas avoir une Europe à 28 qui est avec du dumping social et du dumping fiscal en permanence. C'est absurde. Et en plus, avec des Polonais qui détestent la France et qui adorent les États-Unis, c'est pas jouable. Voilà. Et donc, je dis, il faut une Europe à 10 avec une harmonisation fiscale et sociale raisonnable. Alors, elle veut dire harmonisation fiscale, pas sur le modèle français, sinon il n'y aura personne. Voilà, mais raisonnable, avec une fourchette, si tu veux. Mais voilà, tant qu'on n'aura pas ça, il n'y aura pas d'Europe puissance, il n'y aura pas d'Europe politique. L'Europe politique, elle est morte aujourd'hui. Et je ne suis pas souverainiste, je suis pro-européen, pas le problème. Donc là, le problème que pose Thibault, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Le discours de Macron, le fameux discours de la Sorbonne en 2017, même, comment il s'appelle son copain qui est député européen, là, j'oublie son nom, mais ça c'est le grand âge. Voilà, mais qui est le plus proche des plus proches de Macron sur le plan européen. Mais tu sais, au Modem, l'ancien proche de Bayrou, tu vois qui je veux dire. On le trouvera à la fin de l'émission. On le trouvera à la fin de l'émission. Mais il a pulvérisé Macron en disant mais ce projet est absurde, on va faire rentrer les pays des Balkans là-dedans. Enfin tout ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc cette Europe à 28, ils veulent une Europe à 30 aujourd'hui. Madame von der Leyen plaît, et la ministre des Affaires européennes de Macron plaidait pour une Europe à 30.
Ce qui veut dire... Ça veut dire l'Europe est morte de chez mort. Ce qui veut dire dans votre... Pardon, non. Ce qui veut dire dans votre propos, Luc, et c'est ça qui... Il faut une Europe à 10 pour qu'on résolve le problème que pose Thibault, voilà. Parce que sinon, de ce que je comprends de ce que vous dites, messieurs, On n'a pas de politique. l'IA et l'Europe, on ne pourra pas nous marier. Ça ne sera pas possible. Parce qu'à 28, le problème de ce que j'entends, c'est que le développement... Il y aura des Pax, c'est tout. Il y aura des petits Pax, voilà. C'est ça, on est d'accord sur cette partie-là. Mariage. Juste, l'IA, vous en parlez, Luc, tout à l'heure, je me disais, est-ce que c'est l'arme la plus redoutable? Dans votre livre, vous parliez, je vous cite encore une fois, mais vous dites, c'est page 186, de passage à Paris, juste après la publication d'une nouvelle version de ChatGPT, Joshua Bengio en rajoute une couche, à relativement court terme. Ce qui m'inquiète le plus, a-t-il déclaré, c'est la capacité de ces systèmes à influencer les opinions des études, notamment celle de l'école polytechnique de Lausanne, commence à comparer la capacité de persuasion des IA avec celle des humains. Elles sont meilleures aujourd'hui pour persuader sur des sujets comme est-ce que vous êtes anti-vax ou pas, est-ce que Poutine va attaquer la France bientôt ou pas. Est-ce que c'est l'arme la plus redoutable, l'IA? Le plus redoutable, c'est même pas la persuasion dans les campagnes électorales en Europe. Je laisse tout de suite la parole à Thibault, je parle trop, mais le plus important et de très très loin, c'est les deepfakes et les jumeaux numériques. C'est ça le problème numéro un. Les deepfakes, d'ailleurs, on a des exemples aujourd'hui, mais ça fait 2 ans que je le hurle aux politiques, mais qui comprennent rien. Ils n'ont pas le niveau scientifique pour comprendre. Mais on peut faire aujourd'hui des deepfakes. J'en ai plein, je pourrais vous en montrer là, qui sont absolument indétectables. Donc des fausses vidéos, des vidéos qui sont des fakes, qui sont des faux. Vous pouvez mettre le visage d'une gamine de seconde ou de troisième sur un film porno, balancer ça sur les réseaux sociaux et foutre sa vie en l'air. Vous pouvez briser une famille en faisant croire que le mari trompe sa femme ou l'inverse. Vous pouvez déclencher une guerre. Déclencher une guerre. Peut-être ils vont quand même écouter avant. On peut ruiner la réputation d'une entreprise. Voilà. Et ça n'est toujours pas régulé par l'IA européenne, par l'IA Act. Mais et les jumeaux numériques, c'est pire. Juste un mot. Jumeaux numériques pour ceux qui nous regardent. Alors, vous avez, par exemple, je peux faire un jumeau numérique de vous. Oui. Et là, on est en visio. Donc, personne ne pourra savoir si c'est vous ou pas. Et on peut vous poser des questions, vous répondez parfaitement. J'ai un copain qui a fabriqué un jumeau numérique de lui-même et ses enfants ont parlé 20 minutes avec lui sans savoir que ce n'était pas leur père. Le patron de Zoom dit qu'il se fait remplacer dans les assemblées générales. Oui, voilà. Il le dit. Voilà, il le dit, parce que ça lui permet d'aller à la plage et on ne peut pas savoir que ce n'est pas lui. Voilà, je discute le dimanche soir avec mon ami Demi Cohn-Bendit. Il est en vision, on ne peut pas savoir si c'est lui ou pas. Il suffit de fabriquer un jumeau numérique, de rentrer tout ce qu'il dit sur l'Ukraine ou Gaza, et c'est assez facile à imiter. Et donc, on ne saura pas si c'est un vrai ou pas. Voilà, et ça, c'est les 2 trucs les plus importants. Sur les deepfakes, quand tu dis que ça ne peut pas déclencher une guerre, moi, je pense que si. Et pour la raison suivante, c'est que le principe de la manipulation, c'est de jouer sur les émotions. Et ce qui sauve, c'est la rationalité, c'est de se poser des questions, l'esprit critique, etc. Le scénario dramatique qu'on peut tout à fait imaginer pour créer des désordres dans un pays, ou voire pour créer un incident international, c'est de prendre la figure d'un chef d'État ou d'une personnalité très connue, peu importe, de lui faire dire une phrase dans un environnement de grande tension qui soit une phrase totalement incandescente, que cette phrase génère instantanément des réactions d'émotion qui déclenchent des émeutes, des troubles, etc., réels, dans la vraie vie, que dans ce cadre-là, très vite, des gens soient tués, et à ce moment-là, les conséquences du deepfake, les conséquences réelles qui auront été générées par le deepfake seront irrattrapables. Parce que là, ce seront des faits réels. Et là, on parlera de gens qui seront morts, de décisions qui auront été prises et sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Autrement dit, on aura eu une allumette qui aura mis le feu à un baril de pétrole qui était prêt, mais une fois que le baril crame, on ne pourra pas revenir en arrière en disant l'allumette ne correspondait pas à la réalité. Et donc, ce que je prône moi, mais je ne suis pas le seul, mais c'est qu'il faut constamment, quand tu parlais des politiques qui ne sont pas au niveau, des décideurs, que ça n'intéresse pas, il y a beaucoup de gens, curieusement, que ça n'intéresse pas encore. Oui, c'est dingue. Et c'est dingue. Et je pense que ce qu'il faut dire avant tout, et c'est ce que je dis, c'est ce qu'on dit aux enfants, c'est ce qu'on dit aux jeunes, c'est que maintenant, quand vous regardez sur votre téléphone une vidéo, quand vous avez une information qui vous paraît énorme, c'est-à-dire quand il y a un effet waouh, demandez-vous tout de suite
c'est vrai. Si ce qu'on fait dire à quelqu'un correspond à son comportement depuis quelques semaines ou quelques mois. C'est-à-dire que si vous avez une rupture brutale de comportement, s'il y a quelque chose qui n'est pas logique, c'est un indice, c'est pas une preuve, il y a des gens qui peuvent péter les plombs, mais c'est un indice de ce que peut-être on n'est pas dans la réalité. Mais il va falloir apprendre, il va falloir détecter ça. Mon ami, ce que tu dis là, c'est extrêmement important. Si j'étais encore ministre de l'Éducation, ce serait mon premier sujet. Je referais de A jusqu'à Z les cours d'instruction civique et je montrerais aux gamins des deepfakes pour leur demander mais c'est vrai ou pas. Donc vous enseigneriez en fait l'IA plutôt que de l'interdire. Mais évidemment, je la rendrais obligatoire. Et je ferai un cours sur l'IA, esprit critique. Mais ce que dit Thibault, je leur montrerai... Là, j'en ai 3 des deepfakes qui sont absolument géniales, impossibles à distinguer. Et si j'étais encore dans un gouvernement, je dirais au ministre de la Justice, mais d'interdire immédiatement qu'on publie des vidéos sans marquer « fait par l'IA ». Et évidemment qu'on punisse, mais alors très sévèrement, celles qui sont diffamatoires. C'est intéressant ce que vous dites là. Mais je referai les cours d'instruction civique, mais de A jusqu'à Z. Ça m'intéresse là, ce que vous venez de dire là, cette idée-là, de noter un petit peu comme film interdit. Interdit au moins de 12 ans. Voilà, pareil. Bon. Vidéo fabriquée par l'IA, et évidemment, si elle est diffamatoire pour une entreprise, pour une personne. Parce que là, encore une fois, il y a un exemple en ce moment, on en parle beaucoup depuis hier, d'une petite gamine dans un petit village de campagne. Il y a eu un gars qui a fabriqué avec une IA des vidéos et des images de cette petite gamine en mettant sa tête sur un film X. Voilà. Et donc sa vie, elle est absolument bouleversée. Et en plus, ce que disait Thibault est vrai aussi bien au niveau international qu'au niveau personnel. Une fois que ça part sur les réseaux sociaux, mais c'est foutu, on ne peut pas rattraper. Il y aura toujours 40% de connards pour croire que c'est vrai. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire un cours d'instruction civique là-dessus et montrer ce que c'est que l'IA. Et moi, je suis absolument, mes partisans à 1000% de supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est la première chose qu'on devrait faire, qu'on assume, en démocratie, pas en Chine, d'accord, très bien, mais en démocratie, qu'on assume sa signature. Bordel. C'est un minimum. On aura assez vite un persona sur les réseaux sociaux et dans l'IA, comme on aura, je pense, un jour très vite un numéro d'immatriculation unique qui nous permettra d'être, que ce soit le numéro sécurité sociale ou autre, qui nous permettra d'être identifié très vite par les administrations, comme les entreprises, ça c'est le sujet de la simplification des marchés publics ou autres, auront un jour enfin un numéro unique, et une fois qu'elles auront enregistré leurs données, eh bien l'État, l'administration aura tout. Tout ça, c'est des choses. Et pour l'instant, ils n'y sont pas. Hein. Non, mais parce qu'on prépare la guerre de 14, donc forcément. Mais ce que je voulais dire, c'est de très important sur ce sujet du droit et de l'IA. Et ce que dit Luc sur se protéger des dérives, de ce qui va pouvoir être fabriqué très vite. Ça, on est trop défensif. Au lieu d'accompagner un développement en mettant des garde-fous qu'on met au fur et à mesure, on essaye de faire comme si ça n'allait pas avoir lieu et comme si on allait rester dans une tranchée dans laquelle le monde entier est sorti sauf nous. Je vais vous donner un exemple, moi, qui m'a beaucoup frappé. En 2023, il y a eu un débat pour savoir si on allait pouvoir intégrer dans le cadre de la sécurité des Jeux Olympiques l'algorithme de sécurité. Oui, j'ai été entendu par la commission de l'Assemblée nationale qui réfléchissait sur la question et ils m'ont dit « oulala, c'est très touchy, la CNIL nous a fait un avis, ils ne veulent pas de reconnaissance faciale, etc. » Déjà, j'ai dit, la CNIL donne un avis, c'est consultatif, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, j'ai dit la chose suivante. J'ai dit, quelle est la balance des intérêts? Le droit se fait souvent par l'analyse de la balance des intérêts. Vous avez d'un côté l'intérêt de la société, c'est-à-dire une foule qui va voir un match, c'est-à-dire un pays qui organise un événement et dont la crédibilité est engagée sur 10 ans. Et de l'autre, vous avez le droit à la vie privée d'une dizaine de gens qui sont recherchés parce que ce sont des criminels notoires. Il a raison. Et je leur disais, dans la balance des intérêts, il me semble que c'est le premier intérêt, l'intérêt du bien commun, de la société qu'il faut privilégier. Et donc, je leur ai dit, mettez, en plus ça fera pendant 1 mois, ce sera durée limitée, un très bon test. Mettons la reconnaissance faciale sur des gens avec une liste limitée, contrôlée par toutes sortes de commissions, il en existe dans le renseignement, qui pourront valider les listes. Et ensuite, en plus, la beauté de la chose, c'est que c'est du préventif. Quand on dit oui, mais ça va porter atteinte à la vie privée, mais pas du tout. C'est pas ensuite pour savoir si vous avez été voir le match, c'est pour savoir si quelqu'un, avant le match, ne va pas venir pour vous tuer au moment où vous allez y aller. Et ben, les députés ont refusé. Et on a pris que
vidéo, ce qui s'appelle la VSA, la vidéosurveillance algorithmique, qui permet de détecter des mouvements anormaux. C'est-à-dire que si le stade est là 2 heures avant, la foule fait comme ça. Si tout à coup tout le monde part dans tous les sens, c'est qu'il y a un problème. Bon, et ça marche très bien. D'ailleurs, le Parlement vient d'étendre pour les 3 ans qui viennent. Mais en matière de sécurité notamment, on monte sur le ring avec la main attachée dans le dos. Et le plus beau, et j'en finis par là, c'est que nos compétiteurs, nos ennemis, les gens qui ne sont pas dans un système étatique, par hypothèse, ils ne vont pas s'embêter avec ce genre de frein. Mais les pays comme la Chine, comme la Russie, etc., eux, ils ne s'embêtent pas. Donc, et l'argument, pour finir, qui consiste à dire, l'argument qui est quand même un argument très gauchiste, qui consiste à dire « Oh, mais si des gens mal intentionnés arrivaient au pouvoir et s'emparaient du truc, mais même malheureux, comme la technologie existe, si des gens mal intentionnés arrivaient au pouvoir, ils la mettraient en œuvre dans la minute ». Donc autant de ne pas s'en priver avant et de mettre des garde-fous juridiques et éthiques, mais en accompagnant le progrès au bénéfice du plus grand nombre et sans se limiter, parce que pendant ce temps-là, les autres, eux, continuent et qu'on risque en plus de perdre la course au savoir-faire technologique. Mais alors 1000% d'accord avec ce que dit Thibault. Pardon, mais c'est très intelligent puisque je dis la même chose depuis des années. Petite plaisanterie, pardon, parce que les gens ils pensent que je suis sérieux. Non. Alors, le temps passe. Entièrement 1000% d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que je défends ce que fait Estrosi à Nice. Du moment que c'est encadré par un magistrat, mais alors, franchement, ça n'a que des avantages pour un inconvénient, mais qui est minimaliste. Voilà. Et de toute manière, on ne pourra pas aller, parce que c'est l'histoire humaine comme ça, contre les avancées technologiques, quelles qu'elles soient, les révolutions industrielles. Alors, juste parce que le temps passe, malheureusement, et on arrive au terme. Juste, d'abord, finir avec vous, d'abord, Luc. L'IA, pour celles et ceux qui nous ont regardés, écoutés, c'est un ami, c'est un ennemi? Ou c'est les deux? C'est une excellente question. Moi, j'ai enseigné quand j'étais plus jeune la biologie et philosophie à Jussieu, à la fac de sciences de Paris, et je suis passionné de biologie. Je peux vous dire que là, c'est une excellentissime nouvelle. Ça va sauver des millions de vies dans le domaine du cancer. J'ai beaucoup travaillé sur la biologie du cancer, sur la médecine du cancer. Je vous dis très clairement, il n'y a pas d'immunothérapie sans IA. On ne peut pas transformer ce qu'on appelle les NK, les natural killers, les lymphocytes, du système immunitaire, on ne peut pas les transformer en cellules capables d'aller attaquer les cellules cancéreuses sans passer par l'IA. On ne peut pas les reprogrammer sans passer par l'IA. On ne peut pas séquencer le génome d'une cellule cancéreuse pour faire une thérapie ciblée personnalisée sans passer par l'IA. Donc l'IA va sauver des millions de vies dans le domaine de la lutte contre le cancer, mais aussi, je dirais, dans tout le domaine de la médecine. C'est absolument génial. Bill Gates qui disait que la biologie, la technologie seront des domaines dont l'IA sera plus qu'importante. Oui, mais surtout, tout le domaine de la santé, c'est vraiment là que c'est l'exemple même. Alors, ce ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour les médecins, parce que beaucoup de métiers de médecins seront remplacés. Les radiologues, ils ont beau dire, mais non, on est indispensable. Non, ce n'est pas vrai. Pour lire une IRM ou un scanner, l'IA est 1000 fois meilleur que même le meilleur des meilleurs radiologues au monde. Donc, ce n'est pas pour voir les différences entre un mélanome et un carcinome. L'IA est 1000 fois meilleur que n'importe quel dermatologue ou médecin, même de très grand niveau. C'est pas je pourrais vous expliquer pourquoi, c'est pas miraculeux. Là, lisez le livre du professeur Bibot, cancérologue à Pompidou, livre formidable où il explique que son métier est mort. Voilà. Donc c'est très, très intéressant. En revanche, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du travail et de l'emploi, je suis d'accord avec Sam Altman quand il a dit qu'on verra apparaître dans la décennie qui vient des licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées à $1 milliard sans aucun salarié humain. C'est vrai. C'est vrai. Il y a eu un rapport de Goldman Sachs disant que 300 millions d'emplois seraient remplacés dans la décennie qui vient par des IA. C'est vrai. Et les gens qui ont travaillé là-dessus, les économistes qui ont travaillé là-dessus, ont oublié jusqu'à cette année la question de la robotique humanoïde. Les robots humanoïdes aujourd'hui, ils ont un QI de polytechnicien, d'agrégé de maths, d'agrégé de philo et de biologie et d'histoire. C'est pas forcément rassurant. Mais non. Et il y avait un grand panneau. Il y avait un grand panneau. Non, c'est très très inquiétant. Il y avait un grand panneau parce qu'en plus ils sont capables de mentir et de tricher aux échecs. Oui, il y avait un grand panneau sur une tour en construction il y a quelques semaines et les ouvriers avaient marqué du BTP et ChatGPT, tu crois que tu peux terminer le travail? Mais oui, mon pauvre. Mais bien mieux que toi. Parce que le robot humanoïde peut terminer le travail et il ne fait pas grève, il n'est pas à la CGT, il n'emmerde personne, il n'a pas d'arrêt de travail. Et il coûte 15 000 €. Voilà. La seule chose peut-être, Luc, pour finir,
Et là, je peux vous dire que l'impact sur l'emploi que le robot, que l'IA n'aura jamais, c'est quoi? C'est l'émotion, Oui. la conscience. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai un chapitre entier où je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Mais tous mes copains matérialistes, ingénieurs en IA, disent le contraire. Ils pensent qu'on va vers ce qu'on appelle l'IA forte. Moi, pas, sauf par hybridation avec l'humain. Et c'est le projet de Neuralink, c'est le projet d'Elon Musk, c'est d'arriver à l'IA forte, c'est-à-dire au fond des cyborgs qui auront... de l'émotion et de la conscience? Oui, mais par hybridation avec l'humain. Oui, j'ai bien compris. Ça veut dire qu'on l'humain continuera d'alimenter l'IA. Voilà. Alors, mais enfin, c'est un débat immense, hein, on ne peut pas le régler en 2 minutes. On arrive au bout, mais ce livre de Luc Ferry, son dernier ouvrage, l'IA, grand remplacement ou complémentarité, c'est aux éditions L'Observatoire. Luc, ça a été un plaisir. Vous êtes gentil comme tout. Vous êtes gentil de m'avoir invité, c'est très sympa. C'était un plaisir, ça va vite, ça va très vite. Thibault, en tant que président fondateur du CRSI, mais je voudrais répondre à votre dernière question. Ouais. Ami ou ennemi? Et j'ai dit ami, point d'interrogation, les deux. ennemi ou les deux. Mais on n'a pas le choix. De toute façon, il faut en faire un ami. Et ça implique de se réveiller parce que de toute façon, soit on l'accompagne, soit on le subit. Et ce qui me frappe beaucoup, Luc l'a déjà dit, mais c'est la vitesse avec laquelle les choses changent. Et les gens, et en particulier les gens qui ont plus de 40 ans, ont énormément de mal à concevoir qu'on va avoir des rythmes de changement qui vont être en années, en mois et peut-être même en semaines. Oui, c'est vrai. Et il va y avoir une phase où ça va frotter avec des métiers qui vont disparaître très vite. Moi, je pense qu'une partie, tu parlais des médecins, mais une partie des avocats d'affaires, des gens qui font des contrats, etc. Tout ça, il va falloir s'adapter. Il y a des gens qui vont peut-être changer de vie et faire des choses auxquelles ils ne pensaient pas du tout pour finir leur existence. Mais sinon, les autres, l'être humain va s'adapter comme il s'est toujours adapté. La révolution industrielle, l'être humain s'est adapté. Sauf que là, le facteur qui est à la fois exaltant et un peu vertigineux, c'est la vitesse. Donc, on n'a pas le choix. Il faut en faire un ami. Mais pour ça, il faut comprendre que les décisions doivent se prendre très, très vite. Il n'y a pas que la vitesse, il y a le fait que c'est la première révolution industrielle qui attaque l'humain dans son humanité, dans sa spécificité, son monopole. C'est l'humain qui gardait la main. C'est pas la même chose que les canuts. Là, on attaque l'humain dans son humanité. Et donc, du coup, la grande question, ce sera vers quel métier orienter nos enfants. Moi, je me la pose dès maintenant. Voilà. Vendeur, ça ne disparaîtra pas, par exemple. Mais il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Et c'est la raison pour laquelle il était absolument inenvisageable que le CRSI n'aborde pas cette question. Merci Luc d'être venu. Surtout avec moi, tu penses. Surtout avec toi. Alors, et merci Jérôme. Merci à vous, c'est très sympa. Merci à vous. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. C'était Point de vue, nouvel opus, donc en partenariat avec le CRSI, qui fête ses 10 ans cette année pour ce think tank. D'ailleurs, on va afficher le site internet. Partenariat avec donc Agora Manager Group et un de ses médias. News Sécurité. Merci Luc Ferry d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous deux. Merci Thibault de Montbrial. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous. Peut-être cette pensée, la dernière comme ça, c'est Sénèque, je crois, qui disait que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à commencer à savoir danser sous la pluie. Exactement. Et oui. Acheter un parapluie. Exactement. Allez, bon courage. L'IA est avec nous. Juste, vous étiez bien. Vous n'étiez pas des jumeaux? On était. Non. Comment je fais pour savoir? Il a 20 ans de moins que moi et on n'était pas des jumeaux ni numériques ni biologiques, hélas pour moi. Oui. C'était Point de vue. Allez, à bientôt.